est-ce que je vais oser faire le bilan d'avril autour de la SF quasiment en juin? Ouais, je crois bien. Je me donne le droit. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce qu'effectivement, j'ai eu pas mal de choses à faire la semaine dernière, mais on va rattraper tout ça, vous en faites pas. Et donc aujourd'hui, je reviens avec mon bilan pour avril autour de la SF. Oui, même si on est quasiment en juin, c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas fait deux vidéos jusqu'à maintenant à ce sujet-là que je n'ai pas lu. Et donc je vais vous présenter un petit peu mes lectures. Je vais aussi vous présenter les films et les séries que j'ai regardés, même si ça n'est pas effectivement le thème principal, mais puisque c'était autorisé, ça me permet de gagner des points. Voilà. Écoutez, comme tout challenge aussi, le but c'est de s'auto-encourager pour faire un petit peu plus de choses. Donc voilà. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un livre dont j'ai déjà parlé dans un de mes vlogs, dont je vais vous mettre le lien, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il s'agit de Waldo de Robert Heinlein. Alors pour moi c'était ma première découverte de Robert Heinlein, un auteur dont j'avais déjà pas mal entendu parler dans le milieu de la SF, on va dire. C'est-à-dire qu'il est assez connu, pas forcément connu des gens qui ne lisent pas de SF, mais en tout cas de ceux qui en lisent, oui, on connaît au moins le nom. Et il fait partie de ces auteurs effectivement que je voulais découvrir et que je n'avais pas encore eu l'occasion de lire. Donc j'en avais profité pour prendre un de ces livres, vous savez, de cette collection de Une heure lumière chez Le Bélial, qui publie des histoires plutôt courtes, soit des très courts de très courts romans ou de longues nouvelles. Voilà, c'était ce que j'étais en train de mélanger. Et donc du coup qui sont censés se lire en une heure, même si parfois ça prend un petit peu plus de temps, mais effectivement qui sont très bien, je trouve, pour découvrir certains auteurs qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder sur leurs grosses œuvres, ou des fois qu'on craint un petit peu justement à cause de leurs grosses œuvres. Et comme j'ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, ça a été une très très bonne surprise pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé Robert Heinlein. Je dis une très bonne surprise parce qu'effectivement, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, même si les auteurs sont connus. Et par exemple, il y a quelques mois, j'avais été plutôt déçue par Robert Silverberg, qui pourtant est aussi très connu, mais j'avais lu les Monades urbaines. Et j'avais vraiment pas été convaincue. Enfin, il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'avais tiqué. Voilà. Robert Heinlein, d'autant plus cette histoire où il y a des avis assez mitigés, en tout cas de ce que j'ai lu. Je sais que je devrais pas toujours... Enfin, en fait, on ne doit pas se fier aux avis des autres, puisqu'il faut chacun se faire sa propre expérience. Mais parfois, quand on ne connaît pas un livre, forcément, on va lire les avis d'autres personnes pour se dire oui ou non, est-ce que j'ai envie de le lire. Et parfois, justement, les avis négatifs d'autres personnes vont être des choses qui vont nous attirer. Et j'avais vu que c'était très mitigé, surtout vis-à-vis de la conclusion. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé l'histoire très intrigante, très intéressante. J'ai trouvé le développement très original. Et la tournure, justement, que prend l'histoire et sa conclusion, moi, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire qui fait un petit peu plus qu'une centaine de pages. Donc très sincèrement, si vous ne connaissez pas l'auteur que vous voulez tester, ou tout simplement que vous voulez tester de la science-fiction, je sais pas par exemple si ce serait quelque chose de très conseillé à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction. Après pourquoi pas, hein. Mais en tout cas pour quelqu'un qui aime déjà ce type de thème, ce type d'ambiance, et puis qui a aussi envie de découvrir l'auteur ou qui l'apprécie déjà, franchement allez-y. Moi j'ai trouvé personnellement l'histoire très bonne. Après bon, bien entendu ça ne regarde que moi, mais pour moi c'était un bon... Sur Babelio je lui ai mis un bon 4 sur 5, sincèrement. Et je tendais vers un petit peu plus que 4, mais après, il y a eu quelques petits défauts qui font que ça n'a pas atteint les 5 étoiles. Voilà. Alors, deuxième lecture. Alors, vous savez, sur le challenge de Avril autour de la SF, en fait, quelle que soit votre lecture ou ce que vous regardez, à chaque fois, ça vous fait avancer d'un palier. Donc, il n'y a pas de catégorie séparée ni quoi que ce soit. À chaque fois, ce sont des paliers. Et pour la prochaine lecture, j'ai décidé de me compter un demi-point, tout simplement parce que je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Voilà, enfin, je l'avais commencé en avril, je ne l'avais pas terminé, je ne l'ai toujours pas fini, mais j'ai quand même beaucoup avancé depuis fin avril. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wellenstein, donc qui nous raconte l'histoire d'un exorciste dans un monde futur dans lequel les mers n'existent plus, les animaux marins sont tous morts et tout ceci a été détruit et les animaux ont été tués, bien entendu, quelle surprise, par les humains. Voilà. Dans ce monde-là,
Les gens, en tout cas le premier peuple que l'on croise avec cet exorciste, habitent dans un bastion où ils sont tous reclus et où ils vivent dans une chaleur, bien entendu sans océan, on peut bien s'en douter, dans une chaleur incroyable, avec très très peu de ressources, très très difficiles à trouver, mais par contre qui régulièrement subissent une marée fantôme, c'est-à-dire que c'est une marée comme on les connaît avec l'eau qui revient, sauf qu'en fait l'eau n'est pas présente, mais la sensation y est. Et c'est une illusion, une sorte de mirage en fait, qui peut être tellement convaincant que si on se laisse convaincre, on peut facilement être noyé ou emporté, comme si c'était vraiment de l'eau, même si ça n'en est pas. Dans cette illusion, il y a aussi tous les fantômes des animaux marins que l'on a tués, qui reviennent pour se venger en fait en traversant les hommes et en prenant leurs âmes, un peu comme ça a été fait pour eux. L'exorciste est là pour protéger son peuple, ou en tout cas ce qu'il en reste justement de cette marée, par une espèce de force psychique. Alors je ne veux pas en raconter plus pour ne pas risquer de spoiler l'histoire, puisque je ne sais pas effectivement à quel point ça peut être spoilant, mais ça on le découvre dès les toutes premières pages. Alors, le début de ma lecture était un petit peu coup-ci coup-ça parce que c'est une autrice dont j'entends parler depuis longtemps, que je voulais découvrir, mais pour moi, quand j'ai pris ce livre, déjà c'est parce que j'adorais la couverture, mais pour moi, ça n'était pas de la littérature jeunesse, donc c'était aussi ce qui m'intéressait. Sauf que les dialogues, en tout cas dans les premiers chapitres, m'ont un petit peu dérangée parce que les dialogues font très jeunesse, voire enfantin, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu simplistes, en particulier le héros avec sa garde du corps, donc ça j'étais un petit peu... je m'y attendais pas, hein, donc c'est mon problème aussi. Mais c'est vrai que sur le coup, je pensais que ça allait être un petit peu plus adulte. Et donc sur le coup, j'ai un petit peu tiqué. Mais, parce qu'il y a un gros mais, j'ai l'impression en fait que c'était juste cette première partie. Et les dialogues en particulier entre ces deux personnages qui faisaient un petit peu cliché, etc. Mais une fois que l'histoire a vraiment démarré, une fois vraiment qu'il commence à se passer autre chose que ce dont je vous parle tout de suite... effectivement, franchement, là j'en suis à un stade où, bon, je lis toujours plein de choses en même temps, donc forcément je ne l'ai pas fini, mais je suis en train de le dévorer. Voilà, passé ce stade-là, sincèrement, c'est un véritable régal. Beaucoup de questions qui se posent, Il y a des choses très très intrigantes auxquelles on ne pense pas forcément dans ce type d'histoire. C'est justement ce qui m'intéresse dans ce type d'histoire, c'est de provoquer des questionnements, pas seulement sur le livre, bien entendu sur l'histoire elle-même, hein, puisque le mystère est toujours intéressant, mais aussi sur justement la façon dont on perçoit les choses dans notre monde, dont on les traite, et voilà. Donc en tout cas, moi pour l'instant, je me régale. Après, effectivement, comme je l'ai bien avancé, mais c'est toujours une lecture en cours, donc je ne la compte que comme un demi-point parce qu'on est censé avoir terminé nos lectures. Lecture suivante qui, elle aussi, voudra un demi-point pour la même raison, parce que je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Il s'agit de l'histoire de la science-fiction, dont j'avais déjà parlé... Quand est-ce que c'était? Oui, je crois que j'avais essayé de le commencer pour le Cold Winter et j'avais juste lu la première page. Donc là, cette fois-ci, ça y est, je l'ai bien démarré. J'en suis à peu près à la moitié et comme son nom l'indique, donc ça raconte l'histoire de la science-fiction, essentiellement à travers la littérature, à travers les comics, les romans. Et en fait, ça commence à partir des mythes antiques, effectivement, dans lesquels on commençait à avoir ces premières idées qui se rapprochent un petit peu de la science-fiction, même si à ce moment-là, elles n'étaient pas... officiellement de la science-fiction, puisqu'on a inventé le terme bien après, mais ça traverse en fait tout ça, les inspirations, ce qui a donné des idées aux auteurs, tout ce qui les a mis en fait sur le cheminement qui aujourd'hui en fait nous semble acquis, puisqu'effectivement la science-fiction, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un genre reconnu, est un genre... pour lesquels il y a effectivement certaines idées, certaines choses que plus ou moins tout le monde connaît, même sans s'y intéresser spécialement, mais il a fallu tout un cheminement pour en arriver là. Ce livre détaille non seulement l'historique, les événements qui ont influencé ça, mais certaines histoires elles-mêmes, avec parfois quelques vignettes qui racontent l'essentiel de l'histoire, la vie de certains auteurs, bien entendu, comme Edgar Poe, Jules Verne, mais également d'autres auteurs dont je n'avais pas forcément entendu parler, et souvent aussi qui sont ponctués par une liste de certains livres pour approfondir, par exemple, certaines thématiques, comme... le voyage dans le temps, le voyage dans l'espace, enfin tout ce type de choses. C'est-à-dire que pour chaque sous-catégorie pratiquement, on a l'histoire avec un grand H,
Donc ce qui a marqué, fait évoluer et fait émerger ce type d'idées, plus les auteurs justement qui ont fait avancer le schmilblick, même si ce ne sont plus forcément des auteurs connus ou que finalement ils n'ont pas fait grand chose, mais qui ont quand même poussé à la création, à l'apparition du thème et des idées. Et comme je l'ai dit, avec certains romans marquants, certaines histoires qui ont vraiment changer quelque chose, et certains auteurs aussi avec un petit peu de leur biographie. Donc en fait c'est un mélange d'histoire, de biographie, de fantastique, enfin de fantastique, de science-fiction, mais je veux dire de fantastique dans le sens irréel effectivement des quelques passages de livres, etc. Franchement, c'est hyper intéressant. Que vous intéressiez ou pas à la science-fiction, c'est déjà intéressant si on s'intéresse à l'évolution des choses, à la littérature en règle générale, et je pense que la littérature, ben, on est tous là pour ça, à l'histoire, tout simplement, parce que comme j'ai dit, ça revient aussi sur certains événements historiques, certaines choses qui se sont passées, qui ont influencé le domaine. On n'est pas obligé d'aimer la science-fiction pour pouvoir apprécier ce livre à sa juste valeur. Voilà. Dans un autre contexte, on va dire, c'est aussi, quand on aime la science-fiction, une très très bonne source d'idées, de romans, de livres qu'on n'a pas forcément connus, ou en tout cas marquants pour leur époque et qu'il pourrait être intéressant d'explorer et qui ne sont plus forcément très connus de nos jours. Et par rapport au rôle qu'ils ont eu, effectivement, c'est intéressant de se pencher dessus. Voilà, après qu'on apprécie les textes ou pas, ça c'est encore une autre histoire, puisque c'est complètement subjectif, pardon, et complètement personnel. Mais parfois de découvrir les sources aussi est tout aussi intéressant que de lire des romans avec des bonnes histoires. Voilà. Donc, pour l'instant, j'adore. Ce qui en soit n'est pas une surprise, puisque c'est déjà très bien parti juste avec la première page que j'avais lue. Et ben écoutez, il faudra que je termine, mais on va dire que celui-ci combiné à Mer Morte, je considère que ça me fait un point complet. Voilà. Alors on va maintenant attaquer avec les graphiques, et là ça va partir un petit peu en sucette parce que, disons les choses comme elles sont, il y a pas mal de déceptions. Déception réelle, déception moyenne, et un très bon quand même, faut pas déconner, il y a quand même des bonnes choses. Mais je vais tout de suite commencer par l'adaptation de Ravage par, je vous dis ça tout de suite parce que j'ai même pas retenu le nom, Jean-David Morvan, oui, et puis forcément René Barjavel pour l'histoire. Alors, en fait c'était en 3 tomes, il me semblait que c'était un diptyque, mais non, c'était en 3 tomes qui chacun font 56 pages, donc heureusement ça se lit vite. Et je pense que vous avez tout de suite compris que franchement, ça a été laborieux. Alors, le premier volume, déjà, première surprise, l'histoire commence par la fin du roman. C'est-à-dire que la conclusion, la fin du roman de Barjavel, c'est le début de cette bande dessinée. Alors déjà, c'est un petit peu particulier, donc forcément, je ne vais pas vous raconter cette partie, parce que si vous n'avez pas lu Ravage et que vous ne voulez pas forcément le savoir, ou que vous voulez lire le roman ou quoi que ce soit, sincèrement, bon voilà, donc je vais éviter de vous raconter cette partie. Après avoir raconté la fin, il revient au début de l'histoire. Donc le début de l'histoire, où on découvre un personnage, donc le héros, François, qui est un scientifique, spécialisé dans l'agronomie, dans tout ce type de choses, mais qui effectivement a un problème personnel avec tout ce qui est machine. En fait, ce n'est pas qu'il n'aime pas les machines ou qu'il ne s'en sert pas, mais c'est qu'il considère que l'humanité dans son ensemble en est devenue beaucoup trop dépendant, et ça l'agace en fait de voir à quel point les gens ne font rien et dépendent totalement des machines pour le moindre truc, c'est-à-dire qu'ils vont même pas faire un petit effort pour se déplacer, pour faire certaines choses, enfin voilà. Bien entendu, très vite, on se retrouve dans cette bande dessinée, parce que je n'en ai absolument pas le souvenir dans le roman, avec une éruption solaire qui va couper toute l'électricité dans le monde et qui va en fait détruire les systèmes électriques qui ne reviendront pas, bien entendu, avec l'importance de cette éruption solaire qui a complètement tout saccagé, hein. C'est d'ailleurs une crainte que l'on a régulièrement aujourd'hui aussi, puisque parfois on ne se rend pas compte que la même éruption solaire qui se passe il y a 50 ou 100 ans, les conséquences sont pas du tout les mêmes, puisque à cette époque-là, il y avait plein de choses qui marchaient sans électricité, puis on n'en dépendait pas à ce point-là. De nos jours, si une chose comme ça arrive, on est mal. En particulier dans les villes. Surtout parce que même l'eau est pompée pour être amenée dans les villes par des systèmes électriques.
Ah, souvent on ne pense pas à ça, mais voilà. Donc dans les villes, forcément, c'est peut-être pour ça aussi que dans tout ce qui est post-apocalyptique, on retrouve souvent des villes saccagées. Enfin, c'est toujours la fin des haricots dans les villes, hein. Dans la campagne, en général, on se débrouille un petit peu mieux parce que dans la campagne, il y a toujours moyen de faire pousser quelque chose, d'aller ramasser des choses, d'aller... Enfin, il y a toujours de la flotte quand même quelque part, puisque les gens habitent rarement très loin des points d'eau. Ou en tout cas, il y a toujours un accès qui a été créé au cas où. Enfin, voilà. Donc, pour en revenir à Ravage, sur lequel par contre je ne vais pas m'étendre longtemps pour ne pas trop vendre l'histoire, mais bien entendu, après tout ça, vous vous doutez bien, ça va partir avec des gens qui vont commencer à piller, à saccager, qui vont s'attaquer les uns les autres, qui vont former des groupes de survivants et qui donc vont essayer de s'échapper de la ville pour essayer de tout simplement d'aller vers quelque chose de meilleur et surtout de plus safe. Je trouve pas le mot en français. Mais bon, ça je suis sûre que tout le monde comprend. Voilà. Donc, on a notre héros qui va être à la tête d'un groupe et donc qui va essayer de les amener vers des endroits qu'il connaît en France où normalement ce sera plus facile de vivre. Donc l'histoire en fait c'est toute cette saga, en fait tout ce déroulement et comment ça va se passer. Alors déjà dès le premier volume de cette bande dessinée, on s'éloigne pas mal du roman parce que bon, là ce que je vous ai raconté, l'idée de base, elle y est, comme dans le roman. Mais dans le détail, ça change pas mal. Le premier volume n'était pas forcément mauvais. Déjà, les graphismes sont franchement sympas. J'aime bien. Moi, à mon goût, je ne les trouve pas absolument bluffants, mais je les trouve très bien faits et plutôt jolis. Voilà, ils correspondent bien à l'époque à laquelle Ravage a été écrit, au niveau du style, au niveau de tout ça. Donc ça va, c'était plutôt bien, j'ai bien aimé. Par contre, l'histoire, c'est vrai, la façon avec laquelle ça s'éloigne de Ravage, déjà, c'était pour des raisons... je comprends les adaptations, hein, que ça ne soit jamais fidèle à 100%. Mais c'est vrai que des fois, en fait, c'est juste pour... comment dire, pour adapter, mais d'une façon en fait qui n'a pas vraiment de logique. Moi, c'est là par contre que je commence à avoir un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses ne sont pas crédibles, voilà. Les personnages sont absolument pas attachants. Ça, c'est dans les 3 volumes, hein, déjà dans le premier. Puis alors dans les suivants, on fait que voir des gens passer. Personnellement, à un moment donné, je ne savais plus qui était qui. Alors comme j'ai dit, le premier volume, c'était ok. Deuxième et troisième volume, par contre, non, moi personnellement, c'est pas passé du tout parce que les personnages sont absolument pas attachants, pas sympathiques. On n'est pas obligé d'être sympathique quand c'est la fin du monde, on est bien d'accord. Mais je savais même pas qui était qui, mais vraiment, à tel point qu'il y avait des vignettes. Bien entendu, vous vous doutez bien, ça je spoile pas, hein, que dans une apocalypse, il y a des gens qui s'attaquent, hein, que ce soit pour la bouffe, pour tout et n'importe quoi. Mais il y avait des moments, quand il y avait personnage A qui attaquait personnage B, je savais pas lequel des deux était de quel côté. Parce que je ne savais même plus quels étaient les personnages. Il y a certaines choses absolument illogiques au niveau de l'histoire. Alors, comme j'ai dit, moi, la crédibilité, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est de la littérature de l'imaginaire qu'on doit balancer des trucs qui n'ont aucun sens. Même dans l'imaginaire, pour qu'une histoire accroche, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une logique inhérente à l'histoire. Pas une logique qui ait quoi que ce soit à voir avec notre monde, mais une logique inhérente à l'histoire qui fasse que ça soit crédible dans cette histoire. Voilà. Donc pour moi, voilà, le manque de crédibilité, des vignettes où très sincèrement, ça s'enchaînait d'une façon, je me disais mais qu'est-ce qui se passe entre un avion qui s'écrase et puis ensuite, genre 2 pages après, on revoit un truc par rapport à cet avion, sauf qu'en fait, c'était quelque chose de complètement différent, donc il ne collait même pas avec ce qui lui était arrivé. Toujours par rapport à l'avion, je vous donne un exemple con, il y a un gars qui est en train de conduire un avion et qui se retourne effrayé, parce qu'il y a un avion qui lui fonce devant. Donc pourquoi il se retourne? C'est des trucs cons comme ça, mais vous savez, en tout cas moi malheureusement ça m'arrive. Alors ça vous arrive pas, moi je dis tant mieux parce que ça vous permet de pas trop sortir de l'histoire. Mais moi des détails comme ça où je me dis, hein? Direct je sors de l'histoire. Et à partir de là, je commence à voir plein de défauts auxquels j'avais pas forcément fait gaffe avant, mais qui du coup vont ressortir beaucoup plus. Donc moi personnellement, premier tome, c'était moyen. Les 2 derniers tomes, c'était nimp. Franchement, j'avais juste envie de finir. Heureusement, comme j'ai dit, c'est des BD qui sont courtes, mais même à 50 et quelques pages,
C'était laborieux, voilà. Donc pas du tout une réussite pour moi. Graphique suivant, beaucoup plus long puisqu'il fait quasiment 300 pages et en plus il s'agit d'un de mes auteurs de manga préférés et d'horreur en général, il s'agit de Remina de Junji Ito. Première fois que je lis une histoire de Junji Ito qui soit science-fiction au lieu d'être fantastique et pour laquelle on va dire j'ai une appréciation ok. Alors pourquoi ok? Parce que très sincèrement, pour moi, comme d'habitude, les dessins sont incroyables. Je trouve que les dessins de Junji Ito non seulement sont beaux, sont bien faits, sont détaillés, les personnages sont vraiment très très bien faits, même si dans celui-ci j'ai trouvé que certains personnages, on avait un petit peu leur rôle écrit sur le front, genre il y en a un qui est méchant, on va le voir tout le temps comme ça, bon enfin voilà, on devine tout de suite qu'il va être méchant, gentil entre guillemets, un petit côté un petit peu manichéen justement qui m'a dérangé là-dedans, mais sincèrement, les dessins sont excellents. Il se dégage, comme d'habitude, une espèce d'atmosphère poisseuse et lourde, franchement, qui est pour moi inégalable. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'auteur et la personne qui, je trouve, arrive le mieux à retranscrire ces espèces d'atmosphère cauchemardesque. Vous savez, comme quand on est dans un cauchemar soi-même, et que quoi qu'il se passe, hein, des fois on est dans un cauchemar alors qu'il ne se passe pas forcément des choses mauvaises, mais c'est l'ambiance qui fait qu'on se sent mal à l'aise, on se sent pas bien, et c'est vraiment ce qu'il arrive à faire ressentir. Alors, je vous parle beaucoup des graphismes, mais il faudrait peut-être que je vous parle de l'histoire quand même. L'air de rien. Alors, dans Remina, la planète de l'enfer, on va suivre la famille Oguro, qui est constituée donc d'un père qui est astrophysicien et de sa fille qui est une jeune fille plutôt timide, plutôt effacée, la petite jeune fille parfaite qu'on aime bien au Japon, hein. Ne nous le cachons pas. Et Monsieur Oguro, donc, va, en tant qu'astrophysicien, va bien entendu scruter le ciel, hein, comme d'habitude, et un jour, il va faire la découverte d'un trou de verre qu'au début, il soupçonne l'existence de ce trou de verre, mais par la suite, en fait, il va s'avérer que quelque chose va passer à travers ce trou de verre entre une autre partie de l'espace, ou un autre espace, et le nôtre, et il s'agit vraisemblablement d'une petite planète. Donc non seulement cette petite planète confirme l'existence de ce trou de verre, mais du coup ça permet aussi à Monsieur Oguro d'avoir un prix Nobel puisque sa découverte est confirmée auprès du monde entier. Suite à cette découverte et à ce prix Nobel, il décide de baptiser la petite planète qui est apparue, Remina, qui en fait est le nom de sa fille également. Suite à cette nomination, Remina, la fille d'Oguro, va devenir très très célèbre puisqu'elle est jolie, elle est mignonne, elle est effacée. Et donc on va essayer d'en faire une star parce que il semblerait qu'il n'en faille pas beaucoup plus pour devenir une star, n'est-ce pas? On va essayer de lui faire de la chanson, du machin, du truc, parce que juste son visage et son nom sont célèbres. On l'associe toujours à cette planète qui fascine complètement les gens. D'autant plus que la planète et cette jeune fille ont vraisemblablement la même date d'anniversaire, puisque cette planète est apparue il y a 16 ans. Mais vous savez, à cause de la vitesse de la lumière, en fait, on a pu, nous, la voir que 16 ans plus tard, puisqu'elle est exactement à 16 années-lumière. Alors, cette planète, très vite, va commencer à se déplacer dans l'espace. Et il remarque que, quand elle se déplace, tout ce qui est autour d'elle disparaît. Les astrophysiciens trouvent ça fascinant, personne ne trouve ça inquiétant. Passons. Vous inquiétez pas, en fait, ça c'est vraiment juste les premières pages, donc je ne spoile rien. Hein. Sauf que à un moment donné, cette planète va s'arrêter de bouger et va se tourner vers la Terre, comme si elle la regardait, et va décider de se diriger droit vers la Terre. Là, bien entendu, les gens commencent à paniquer, superstition, bon, bien entendu, ça parle des gens qui paniquent avec la religion, comme d'hab, hein, qui récupèrent tout ça, et qui veulent condamner des gens en se disant que c'est parce qu'il y a une malédiction, etc. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils accusent en premier? C'est Remina, la fille de l'astrophysicien, puisque on considère qu'elle et la planète sont forcément liées d'une certaine façon, puisqu'elles ont le même nom, la même date de naissance, et que donc, si on la condamne, elle, on se sauvera de cette planète. Et en fait, la toute première page de ce manga, et qui est aussi la couverture de ce manga, c'est Remina, la jeune fille, crucifiée, alors que la planète arrive près de la Terre. Voilà.
Donc je vais arrêter là pour les explications. Après, vous vous doutez bien qu'avec une histoire comme ça, c'est beaucoup de courses-poursuites, beaucoup de... Et puis, cette planète qui est une menace permanente et dévoreuse, puisque c'est une planète qui dévore tout ce qui est autour d'elle. Après, c'est du Junji Ito, donc vous vous doutez bien qu'une planète qui est dévoreuse, c'est pas quelque chose d'imagé, c'est très littéral. Et même moi qui suis habituée à l'horreur, il y a quand même des pages où très sincèrement, c'était un petit peu dégueu. Ouais, on va appeler ça comme ça, un petit peu dégueu, hein. Mais bon, en même temps, on lit ça pour ça. Alors, pourquoi j'ai trouvé moyen? J'ai déjà donné tous les bons côtés. Par contre, moi, ce qui m'a un petit peu... que je n'ai pas vraiment apprécié dans cette histoire, c'est que déjà, j'ai trouvé l'histoire très légère. En fait, ce que je vous ai raconté, c'est vraiment le tout début, mais il n'y a pas vraiment de développement après ça. Ça reste une énorme course-poursuite entre plusieurs protagonistes, plusieurs personnages. Bien entendu, il y a des gens très méchants qui veulent faire des méchancetés plus que méchantes, hein, à cette jeune fille. Enfin, voilà. Mais ça n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire que même si les gens sont un petit peu lobotomisés par la peur, par la religion, par ce type de choses, y a des fois il se passe des trucs, on se dit oula, hein. Donc ouais, il y a des moments c'est un petit peu sans queue ni tête. Remina, comme je vous l'ai dit, c'est une planète dévoreuse, donc quand elle est près de la Terre, et c'est normal en science-fiction, il y a des conséquences sur la Terre elle-même, sur l'atmosphère, sur ce type de choses. Sauf que là non plus, il n'y a pas du tout de logique. En fait, j'ai fait beaucoup de lectures où il y a certaines choses qui n'ont aucune logique, apparemment. C'était le thème d'avril, hein, vraisemblablement. Et du coup, ouais, il y a des choses vraiment, on se dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Et donc, voilà, il y a plusieurs choses comme ça dans l'histoire. Je trouve l'histoire vraiment très légère, pas suffisamment profonde. Les histoires de Junji Ito ne sont pas forcément profondes, mais il y a quand même une intrigue, il y a des mystères, il y a des choses qui se résolvent au fur et à mesure, des choses qu'on comprend. Et là, il y a des moments où on a l'impression en fait qu'on va comprendre, qu'en fait on commence à comprendre ce qui se passe. Et puis les images d'après, on est reparti dans un truc, on se dit oula, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, voilà. Donc pour moi, ça reste un bon moment de lecture quand même, parce que c'était intéressant au début, malgré après que ça parte en cacahuète là. Les dessins, je les adore. Les sensations qu'on vit à travers ces dessins, c'est aussi justement les choses que j'adore chez lui. Par contre, j'ai lu de bien meilleurs Junji Ito. Voilà, ça il n'y a pas photo. Ça reste une lecture, je pense, qui est agréable. Par contre, si vous ne connaissez pas l'auteur ou que vous voulez découvrir justement, alors soit la SF, soit l'horreur, soit cet auteur, commencez pas par ça. Hein, voilà. Parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des trucs de gamin, ça ressemble à rien. Voilà, commencez pas par ça. Alors, dernière lecture dont je voulais vous parler, qui fait partie de ce challenge, il s'agit du premier tome du Château des Animaux de Xavier Dorisson et Félix Delèbe, qui est une adaptation libre de La Ferme des Animaux de George Orwell. Vous remarquez, je réfléchis à chaque fois, c'est un truc de fou. Non, c'est George Orwell. Je me suis pas gourée cette fois-ci. Je crois que la dernière fois non plus, mais en fait j'ai tellement Wells et Orwell dans ma tête en même temps que... Non, c'est George Orwell. Alors, cette adaptation de La Ferme des Animaux, alors celle-là par contre je l'ai adorée, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison quand même, hein. Comme j'ai dit, il y a aussi des choses que j'ai aimées. Hein. Alors, premièrement, les graphismes sont magnifiques. Je les ai adorés. Je les ai vraiment trouvés très très beaux, très, je sais pas, voilà, les couleurs étaient très belles. Et dans cette adaptation, alors pour ceux qui connaissent un peu La Ferme des Animaux, on va dire que on a l'impression que l'histoire se termine, que l'histoire de la BD commence là où se terminait le roman. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, en fait, cette histoire-là commence alors que la République est déjà instaurée. En fait, dans le château, les animaux ont reproduit d'une certaine façon la société humaine avec la hiérarchie que ça implique. Bien entendu, certains sont au sommet, d'autres sont plus bas. Et ils l'ont reproduit à tout point de vue. Donc, on se retrouve avec une grande partie des animaux qui sont juste des larbins, qui sont là juste pour construire, pour fournir de la nourriture. Où nous avons le chef suprême qui est un taureau, bien entendu, qui est un chef dû à sa force, parce qu'il peut plus ou moins dégommer tous les animaux qui sont là en 2 secondes s'il le veut. Et ses larbins à lui direct, c'est-à-dire ses gardes qui sont des chiens. Et puis un coq. Ouais.
Et donc, en fait, ils doivent tous travailler pour eux. Sauf que, ben forcément, eux, à côté de ça, ils ont très peu de nourriture alors qu'ils travaillent comme des forcenés. Enfin, il y a vraiment, c'est bien entendu très, très inéquitable. On retrouve, en fait, tous les travers de la société humaine qui, en général, avec la hiérarchisation de la société, apparaissent très, très vite. Puisqu'il y en a toujours qui vont commencer à exploiter les autres pour leur profit et pour aussi pouvoir profiter à une certaine ascension à travers d'autres qui sont encore plus élevés qu'eux. Voilà, c'est un schéma qu'on retrouve souvent et qui avait été très très bien expliqué dans La ferme des animaux d'Orwell, qui en plus de ça avait effectivement des personnages qu'on pouvait facilement identifier à des cas réels dans l'histoire humaine. Donc dans celui-ci, on va suivre certains personnages principaux, dont Galore, qui est une chatte blanche, très jolie, très élégante. Et ils n'ont qu'un seul chat dans le château, et bien entendu un chat étant agile, pouvant grimper, descendre, etc. C'est très très pratique pour eux, donc elle n'est pas privilégiée pour autant, mais contrairement à d'autres, elle ne risque pas non plus des choses trop graves à cause de ça. Un jour, une poule est accusée d'avoir volé son propre œuf. Puisqu'effectivement, il faut tout donner au chef. Hein. Et cette poule va être condamnée à être lapidée par tout le monde, à être massacrée. Et par peur, en fait, tout le monde participe. À côté de ça, bien entendu, devant tant de cruauté et de violence, ça atteint un tel stade que certains d'entre eux commencent à se demander s'il n'y aurait pas des solutions pour sortir de ce système et vont essayer de trouver des moyens de se révolter contre ça. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins le constat de départ. Et très sincèrement, j'ai adoré. Alors, il s'agit d'une adaptation libre. Hein. Donc, par rapport aux exemples que je vous ai donnés avant, comme Ravage, il y a des adaptations libres qui sont complètement foireuses parce que les changements n'arrivent pas à se connecter proprement et à créer une logique propre à l'histoire. Ici, par contre, ça fonctionne comme sur des roulettes. Les personnages sont hyper attachants. Encore une fois, c'est une BD, hein, donc c'est assez court. Je crois qu'elle fait à peu près 70 pages. Mais les personnages, les animaux sont hyper attachants. Après, si vous êtes comme moi, que vous êtes un minimum sensible au niveau des animaux, bien entendu, de les voir souffrir, ça fait encore plus mal au cœur. Mais il y a des situations qu'on comprend parfaitement. Leur rôle d'animal, en fait, et ce qu'ils représentent dans une société est très évident, en fait, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue... voilà, en fait, quand on imagine la place de certains animaux, il y a beaucoup de lecture entre les lignes, je sais pas vraiment si on peut dire ça d'une BD, mais qui font qu'il y a beaucoup de choses dans chaque page, dans chaque, en dehors des dialogues, de ce que chacun représente, des symboles, des choses comme ça, il y a beaucoup de différentes choses que l'on peut comprendre à travers cette histoire-là, voilà. Donc moi, personnellement, je l'ai adoré. J'ai mis en science-fiction, mais je ne sais pas vraiment si ça peut être complètement attribué à de la science-fiction, parce que c'est une dystopie, mais une dystopie qui, je trouve, se rapproche beaucoup quand même de la fantasy. Le simple fait que ce soit tous des animaux, que ce soit tous... Enfin, là, j'ai l'impression qu'on part un petit peu entre deux. Pour cette raison-là, je me suis prévu le tome 2 pour le mois de la fantasy qui est là maintenant tout de suite et que je compte bien me lire incessamment sous peu avant la fin. Bon, il nous reste une bonne semaine, hein, donc ça va, on est tranquille. Et d'ailleurs, le roman Mère Morte dont je vous ai parlé au début... Je l'ai mis là-dedans parce qu'il est classé en science-fiction, mais par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, moi personnellement, je trouve aussi qu'il se rattache beaucoup à la fantasy, entre les exorcismes, la magie, entre guillemets, enfin il y a pas mal de choses. Au stade où j'en suis, je ne vois aucune science dans Mère Morte, et du coup c'est pareil, je vais continuer de le lire pour le mois de la fantasy. Voilà. Donc on en a fini avec les livres, et maintenant on va attaquer tout ce qui est visuel, c'est-à-dire films et séries, sur lesquels je vais quand même passer assez rapidement, parce que ça n'est majoritairement que du Marvel. Voilà. Donc si vous n'êtes pas fan de Marvel ou si vous n'avez pas suivi les Marvel dans l'ordre, etc., du coup ça va pas forcément vous parler. Mais comme ça fait partie du challenge, je vais juste venir dessus histoire de dur, parce que j'ai envie d'en parler, voilà, tout simplement. Alors pour commencer et avant d'attaquer Marvel, je vais quand même parler de The Walking Dead parce que j'avais dit que je continuerais de lire quelques tomes des comics pour ce truc de science-fiction. J'ai pas trouvé la motivation,
Par contre, j'ai commencé à me re-regarder la série tranquillement parce que comme je l'ai expliqué, je veux connaître la fin. Et même si ça a merdouillé à partir de la saison 7 pour moi, je me suis dit peut-être que si je reprends tranquillement dès le début, que je me remets dans l'histoire, etc., peut-être que ça va couler un petit peu plus de source. Et puis à partir du moment où j'ai arrêté, je vais regarder ça à distance avec une amie. Donc du coup, ça va, comme on l'a dit, elle s'est arrêtée au même moment que moi. Hein. Donc comme on s'est dit du coup, quitte à critiquer la série, peut-être qu'en la critiquant à deux, on se mettra un peu plus dedans parce que ça sera un petit peu plus drôle ou de... Enfin voilà. Mais donc du coup, j'ai décidé de la revoir depuis le début pour me remettre dans le bain. Et là, j'ai quand même regardé les 2 premières saisons. Bon, la première saison est super courte. Et pourquoi je voulais quand même en parler, pas seulement pour les points, parce que en revoyant les 2 premières saisons, je me rends compte à quel point et pourquoi en fait j'avais vraiment accroché sur cette série. Avant The Walking Dead, et même si j'aime l'horreur, les zombies c'est vraiment une thématique. Moi, les machins sans cerveau qui sont en train de... Comme ça, en gros, il n'y a pas d'autre intérêt, ça m'avait jamais vraiment intéressé, je comprenais pas en quoi ça pouvait être intéressant de toute façon. Et en fait, en regardant cette série, ouais, ça m'a rappelé à quel point j'ai commencé à accrocher à cette thématique grâce à ça, grâce à The Walking Dead, parce que les zombies déjà sont hyper bien faits, c'est de l'horreur, hein, faut pas déconner, donc il y a des moments bien dégueulasses, hein, ça c'est normal, on est dans le truc. Mais ce que j'avais adoré en la regardant et que je continue d'adorer, parce que je trouve ces premières saisons absolument géniales, mon avis ne change pas malgré ce que je pense sur les dernières saisons, c'est le côté psychologique, les personnages sont hyper fouillés, la psychologie est hyper fouillée et puis surtout c'est très très intéressant parce que elle est très développée et on se retrouve dans des situations d'apocalypse, enfin de monde post-apocalyptique plutôt, où toute décision est difficile à prendre. Et ce que j'aime beaucoup toujours, c'est le fait que, forcément, vous savez, dans toutes les histoires, on prend toujours parti plus ou moins pour un personnage ou pour l'autre. Dans certaines histoires, c'est évident que lui, c'est le héros, donc c'est lui qui va dire des choses bien. Mais là, pas forcément. Même les personnages qui sont pas forcément, qui ont pas l'air forcément d'être dans la même lignée que nous, on comprend parfaitement chaque point de vue et en même temps chaque décision est hyper difficile parce que quand il y en a un qui considère qu'il faut décider cette chose-là pour le bien du groupe, on se dit oui, bah oui, effectivement, il a raison, enfin quand même quoi, c'est logique. Ce qui va lui être opposé, on en vient à la même conclusion de se dire ah mais oui mais ouais effectivement ça aussi ça a un certain sens là. Ça n'est que de la logique. Quand je parlais de logique justement tout à l'heure, tout est très crédible dans ce monde-là. La logique, la psychologie est très compréhensible de différents points de vue et on comprend pourquoi certaines personnes vont décider plutôt une chose et d'autres seront contre. Ça n'est pas les gentils contre les méchants, ça n'est pas... pour le coup, il n'y a pas de manichéisme là-dedans, il n'y a pas de... Très sincèrement, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant dans cette histoire-là. Et les premières saisons sont complètement comme ça. Il y a toujours la menace des zombies. Le suspense est fait de telle façon que moi qui ne suis pas forcément en train de sursauter facilement, ou que oui, il y a de l'angoisse. Hein. Il y a des situations où sans sursauter, sans rien, mais il y a vraiment une atmosphère très lourde, très présente. Et toutes ces décisions qui en fait, la moindre décision est une décision de vie ou de mort. Sincèrement, ça rend ça rend vraiment l'histoire passionnante. Donc, si vous n'avez pas commencé, si vous n'avez pas, moi je la conseille à tout type de personnes. Désolée, je vais mettre un petit coup de pied dans la table, c'est pour ça que ça va bouger. Que vous soyez fan ou pas de ça, après c'est sûr que si vous supportez pas le sang et un petit peu de tripaille, ça va être compliqué. Mais si vous pouvez passer outre, pour les premières saisons, ça vaut vraiment le coup. Après, je vous dirai si j'arrive à passer là où j'en suis, saison 7 et 8. Si ça valait le coup de persister ou pas, ça je vous le dirai à ce moment-là. Voilà. Alors, dans le challenge autour de la SF, pour les séries, on peut valider qu'un point par saison, mais donc du coup là je me prends 2 points puisqu'il y a la saison 1 et la saison 2 que j'ai regardé. Alors pour les autres séries que j'ai regardées, là on va vers Marvel. Donc j'ai regardé la série Hawkeye qui est une série en 6 épisodes et donc bien entendu qui se centre sur le personnage de Hawkeye mais aussi sur un autre personnage, une jeune fille en fait qui l'admire, qui est un petit peu sa fan et qui veut devenir aussi bon archer que lui et qui veut aussi devenir une super héroïne. Alors même si le personnage de cette nana, j'ai trouvé qu'il pouvait être un petit peu agaçant par moments parce que, bon, elle est très riche, elle est un petit peu, elle réfléchit pas aux conséquences, c'est un petit peu, mais en même temps, ce sont des traits finalement très humains et c'est bien d'avoir de la variété dans des personnages qui sont pas toujours tout lisses, qui sont pas toujours, mais encore une fois, des super héros ne sont pas obligés d'être les super gentils contre les super méchants.
les super méchants. Et ça fait, moi je trouve ça rafraîchissant, je trouve que ça fait du bien quand on voit ce type de choses et qu'on voit les défauts des uns et des autres, puisque à la base, malgré des super pouvoirs, bon à part Thor, hein, mais pour beaucoup, à la base, ce sont des êtres humains. Et des êtres humains sans défaut, ça n'existe pas. Voilà. Des erreurs, des conneries, des opinions pas forcément très bonnes, on va dire, ou des choses en fait qui font qu'on va se tourner vers certaines solutions plutôt que d'autres. Bah, c'est tout simplement humain. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime en général chez Marvel, c'est quand ils exploitent ce côté-là. Hawkeye n'a pas été très appréciée, il me semble. Moi, personnellement, je l'ai bien aimée, je l'ai trouvée très intéressante. Après, elle est beaucoup plus terre-à-terre que d'autres comme Loki, comme WandaVision que j'ai adoré. Loki aussi, vous me direz. Et voilà, donc elle est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus concrète, mais je l'ai trouvée très intéressante. Voilà. C'est un développement sur le personnage aussi, un personnage au final qu'on voit pas tant que ça comparé aux autres, ou plutôt sur lequel il ne focalise pas suffisamment. Donc c'était intéressant de voir un petit peu son personnage, aussi de voir l'intégration d'handicap. Je dis bien comme ça parce que ce qui est un handicap pour les uns n'est pas forcément pour les autres. Mais chez Marvel, en règle générale, je trouve que l'intégration de personnes à physique différent ou avec des handicaps ou enfin tout type de choses en fait se fait très bien parce que ils n'en font pas l'histoire. Ce sont juste des personnes normales qui font partie d'une histoire. Voilà. Alors si la personne est sourde, si la personne est homosexuelle, si la personne... Voilà, c'est juste un personnage comme un autre parce que ce sont des gens normaux qui doivent faire face effectivement à des difficultés que d'autres n'ont pas forcément. Ça n'en fait pas des personnes bizarres ou étranges ou difficiles à intégrer pour autant. Voilà. Et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Autre série bien entendu que j'ai regardée parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'était Moon Knight. Moon Knight, alors elle par contre, pas terre à terre du tout, mais là on se retrouve avec un super héros qui a un problème de dédoublement de la personnalité. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas ce problème de dédoublement de la personnalité et je ne connais personne qui ait ce problème-là, donc je ne suis pas du tout habilitée à juger ça. Par contre, de ce que j'ai vu sur beaucoup d'articles justement écrits par des personnes qui ont ce problème-là, ou de vidéos, ou de personnes justement qui étudient ce type de problème, ça a été très très bien très bien montré, très très bien expliqué, même si c'est juste par des images, des gestes, etc. Mais effectivement, le problème de dédoublement de personnalité en tant que problème mental a été très bien traité. Donc ça déjà c'est appréciable. Ensuite, le personnage de Moon Knight, justement, je l'ai trouvé hyper intéressant. Le personnage de Moon Knight et la personne qu'il est dans la vie de tous les jours, sauf que comme il a un doublement de personnalité, vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas qu'un. Voilà. Très très intéressant. L'acteur est excellent parce qu'il peut passer d'un personnage à l'autre. Vraiment, il est très très facile d'identifier qui est qui parle à quel moment. Et très sincèrement, le costume de Moon Knight, je l'ai trouvé absolument magnifique. Parce que bien entendu il est inspiré de la lune, il est inspiré Moon Knight, hein, mais c'est aussi inspiré des momies égyptiennes, c'est assez évident. Et franchement, je l'ai trouvé magnifique. Alors oui, parce que Moon Knight, comme j'ai dit, celui-là, il est pas terre à terre. Hein, on avait les dieux nordiques avec Thor. Et puis là, on a les dieux égyptiens. Voilà. Donc, pareil, je veux pas en dire plus pour les gens qui ne connaissent pas, mais Moon Knight, très sincèrement, j'ai adoré. Voilà. C'est vraiment, sur les dernières séries que j'ai regardées de Marvel, c'est... voilà. Alors, bientôt, il va y avoir Miss Marvel qui va sortir, par exemple. Ça se trouve, ça va être génial. On sait jamais. Je regarde toujours qu'une bande-annonce avant un film ou avant une série parce que je veux pas en savoir plus. C'est-à-dire que je veux bien quand même avoir une petite idée, mais je veux pas que ça aille trop loin. Et Marvel, des fois, ils en donnent trop dans les bandes-annonces. Faut faire gaffe à ça. Et du coup, Miss Marvel, par exemple, ça a l'air très teenage drama. Voilà. Donc ça se trouve, après, je vais adorer. Mais c'est vrai que voilà, là, ça va déjà être mon tout. Je vais le regarder parce qu'il y aura forcément des détails par rapport à la grande histoire. Ok, mais voilà. Mais Moon Knight, franchement génial, j'ai adoré. Bah, bien sûr, il y a de l'égyptologie, il y a de la vieille pierraille, ça parle un minimum d'archéologues, il y a des temples et des tombes et des machins. Enfin, ça ne pouvait que me plaire déjà. Voilà. Sinon, au niveau des films, encore une fois, attention, hein, j'ai prévenu, c'est que Marvel maintenant. Hein. Alors, j'ai regardé Les Éternels.
Les Éternals a été plutôt mal reçu. Moi, personnellement, je trouve que ça n'était pas mauvais du tout. Ça n'est pas du tout un film que je dirais ouh. Mais il n'est pas excellent. Voilà, c'est vrai que ils ont fait tellement de films aussi que s'il faut le ranger quelque part, forcément, on va dire que je le mettrais dans un truc ok. Juste ok. C'est la journée des ok aujourd'hui, apparemment. Voilà. C'est-à-dire que j'ai trouvé bien, je l'ai trouvé intéressant, mais je ne l'ai pas trouvé fantastique. Voilà. Après, une chose qui m'a dérangée aussi, c'est que j'aime bien, surtout quand ils présentent des super-héros, découvrir des nouveaux acteurs, ou en tout cas des acteurs qui ne sont pas forcément... Et en même temps, j'aime beaucoup les caméos dans Marvel, où il y a des acteurs ultra connus, puis qui font que des petits passages, ou des personnages secondaires. Je trouve ça en général assez drôle. Par contre, dans celui-là, l'un des personnages principaux, c'est Angelina Jolie. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile de se détacher du personnage médiatique pour l'avoir dans un personnage Marvel. Il y a aussi Salma Hayek, qui m'a un peu moins dérangée, peut-être parce que, même si elle a une grande carrière derrière elle, elle est moins médiatisée. Et donc, du coup, j'ai plus facilement adhéré à son personnage. Voilà. Mais en dehors de ça, ça apporte un élément super intéressant pour l'ensemble du monde Marvel et pour comprendre certaines choses. Les Éternals, mais pas que, aussi les Célestials. Et effectivement, on comprend certaines choses des anciens films où ça commence à mettre la puce à l'oreille sur certaines choses. Donc, franchement, c'était intéressant. Les acteurs sont bons, il n'y a rien à dire là-dessus. Les effets spéciaux sont bons. Il y a des petites choses un petit peu, voilà, mais comme j'ai dit, c'était ok. Franchement, c'était ok, très agréable à regarder. Pas inoubliable. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Mais quand même bien. Ensuite, j'ai regardé Spider-Man No Way Home, qui lui a été encensé. Et malheureusement, quand c'est encensé à ce point-là, on peut facilement être déçu. Est-ce que j'ai été déçue? Un petit peu, parce que j'ai aimé le film. Mais, vu tout le flanc qui en a été fait, je m'attendais à autre chose. Et ce que je reproche à Spider-Man No Way Home, c'est trop de fanservice. Voilà. Comme j'ai dit, les caméos c'est rigolo. Quand il y a des petits rappels à droite à gauche, c'est rigolo. Au contraire, j'aime beaucoup. Puis des fois, justement, ça peut rappeler certains éléments de l'histoire. C'est vachement sympa. Sauf que là, j'ai l'impression que ce film, ça n'était que ça. Donc, attention, c'est un bon film. Je l'ai trouvé bien. J'ai même réussi à apprécier Andrew Garfield, que je n'avais pas du tout apprécié dans d'autres films. Voilà. Je spoil pas spécialement en disant ça parce qu'en fait, si vous suivez un minimum, ça a été tellement dit bien avant même que le film sorte que voilà, on savait à quoi s'attendre. Mais pour moi, j'ai l'impression que le film, ça a été du 70% fanservice. Voilà. C'est un petit peu là pour moi que ça pêche parce que du coup, j'ai l'impression que c'était un truc où il fallait s'ébahir toutes les 5 minutes de ah mais tiens, bah oui, bah je me rappelle de ça, mais on peut pas faire un film que avec ça. Voilà, la fin était intéressante. Mais attention, comme j'ai dit, c'est un bon film. Voilà. Et puis, enfin, ça non plus, c'était pas folichon, c'était Deadpool. Deadpool qui n'est pas directement dans le MCU, mais qui est un petit peu en parallèle. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore intégré dans l'univers, mais il va bientôt l'être, si j'ai bien compris. Donc du coup je me suis dit je vais le regarder, surtout que j'ai entendu dire que Deadpool c'était plutôt drôle, c'était un héros très original, c'est plus un anti-héros qu'un héros. Je me suis dit tiens c'est cool, ça va changer un petit peu, je vais regarder. Et Deadpool, je l'ai trouvé sympa, mais pourtant il y a beaucoup de gens qui reprochent l'humour Marvel. Moi qui suis pas trop humour, moi ça fonctionne avec moi, par contre pas avec celui-là. Voilà. Parce que j'ai trouvé l'humour un peu trop pipi caca. Alors 5 minutes ça va, mais c'est tout le film. Tout le film. Voilà. Alors du coup c'était sympa à regarder parce qu'il y avait quand même certaines petites choses et tout, mais trop d'humour tue l'humour. Et moi c'est vrai que plusieurs fois ça m'a sorti le truc, j'ai dit bon vas-y c'est bon, passe à la suite. Quand tu passes 5 minutes à débiter des blagounettes les unes après les autres, mais genre 5 minutes chrono non-stop, à un moment donné j'ai envie de dire ouais bon t'es pas en train de faire un one man show là, vas-y passe à la suite. Donc Deadpool voilà, pour l'instant je suis pas convaincue. Je regarderai le deuxième parce qu'il paraît qu'il est mieux. Et puis comme il va être intégré à l'univers, j'aimerais bien quand même connaître le personnage avant. Après, comme je dis, Marvel produit tellement de trucs
je vais même pas dire des films, mais de trucs, parce qu'il y a tellement de choses, les séries, les films, les machins, les trucs, les jeux, que bon, bah ça peut pas toujours être très bon non plus, hein, faut pas déconner. Et puis surtout, on est tous différents. La preuve, c'est que Deadpool a eu un succès énorme avec un certain public, et puis d'autres que par exemple moi j'ai aimé n'a pas forcément eu de succès. Pour l'instant, vous voyez, je parlais d'humour. Si vous connaissez les Marvel, moi personnellement, les Gardiens de la Galaxie, ça passe comme une lettre à la poste. C'est l'un de mes préférés, clairement. Que ce soit le 1 ou le 2, je les adore. Et pourtant, il y a de l'humour lourdingue. Mais il passe pas 3 heures dessus, et il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup d'histoires entre, et puis de temps en temps, une blague à la con, voilà. Mais du coup, vu comment c'est fait, moi, personnellement, ça passe. Encore une fois, c'est très subjectif. Mon avis n'est absolument pas à prendre comme une vérité, hein. Et si vous l'avez adoré, bah franchement tant mieux, parce que du coup vous avez passé un super bon moment. Moi ça allait, j'ai passé un bon moment, et il y a des moments où ça m'a fait chier, clairement, voilà. Donc c'était un peu comme ça pendant tout le film, voilà. Donc voilà. Écoutez, là je pense que je vous ai fait l'ensemble, et puis du coup je vais compter mes points parce que je veux quand même savoir où j'en suis arrivée. Alors si je me rappelle bien, les points ça va de 1 à 21, et chacun est un personnage de science-fiction. Donc maintenant il va falloir compter les points pour savoir quel personnage je suis. Ouais, je suis. On va bien voir. Alors, on a dit, parce que oui, là, je regarde ma liste pour m'y retrouver. On a dit le château des animaux, ça fait 1. Rémina, ça fait 2. Ravage, il y a 3. Ah, Ravage, il y en a 3. Ok, ça fait 5. Oui, je compte sur mes doigts, comme les gamins. Histoire de la science-fiction, on avait dit 1,5 et Mère morte 1,5. Ensuite, il y a Waldo de Robert Heinlein. Et puis pour les bouquins, je crois que ça fait 7, hein, si je me gourre pas. Ensuite, on a dit 2 saisons de The Walking Dead. En série, on a aussi Hawkeye, Moon Knight. Et en film, on a dit Eternals, Spider-Man No Way Home et... Ah oui, Deadpool. Et donc, ça fait 14. Je sais plus compter. Et donc, ça fait 14, ce qui me fait... Néo. Ça va, ça me plaît, j'adore Matrix. Donc forcément, ça me convient très bien. Et ben voilà, donc cette année, j'ai gagné le rang de Néo, le rang 14. Et j'espère que l'année prochaine, si c'est reconduit, je pourrai aller encore plus haut. La reine alien en particulier me plaît. Ou Thanos. J'avais pas vu le 21, c'était Thanos. Je sais pas si elle réutilise toujours les mêmes persos, mais la reine alien ou Thanos, ça me plaît. Dark Vador, pas trop, parce qu'en fait, Star Wars, je suis pas Star Wars. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, dites-moi quel rang vous avez atteint si vous avez suivi ce challenge. Je serais vraiment intéressée de savoir quel personnage vous êtes. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!